Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Au sommaire de l'actualité de ce lundi, rappel à Dieu de Mame Bou Mohamed Kunta Ndiassane reçoit les condoléances. Le PDG du groupe Walfadjri s'est rendu dans la cité religieuse pour partager ses moments avec la famille Kountiou qui a intronisé son nouveau khalife El Hadj Bekay Kunta. Une grève générale et une marche nationale le 23 novembre. Les inspecteurs de l'éducation nationale déroulent leur 12e plan d'action. Ils exigent la satisfaction de leurs revendications. Ils vont également boycotter toutes les activités liées à leur profession. Les étudiants boudent les amphithéâtres pour 2 jours. Une grève motivée par la fermeture des restaurants alors que les sessions de rattrapage ont démarré au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines. Tels sont les grands titres. Le développement, c'est tout de suite. Merci de vous joindre à nos présentations de condoléances à Ndiassane. La famille Kountiou a reçu le PDG du groupe Walfadjri, El Hadj Sidi Lamine Niass, est venu compatir suite au rappel à Dieu du 6e khalife général des Khadres, Mame Bou Mohamed Kunta. Les détails avec Issatine et Saliou Bey. Visage crispé, un désert, El Hadj Bou Mohamed Kunta a quitté à jamais la cité religieuse de Ndiassane, créée en 1883. Ndiassane, la communauté Khadriya et la Oumma islamique pleurent leur fils. Tôt le matin ce lundi, El Hadj Sidi Lamine Niass et sa délégation de Walfadjri ont foulé le sol de ce foyer religieux réputé pour présenter leurs condoléances à la famille des Kountiou. Je suis venu avec une délégation de Walfadjri pour présenter les condoléances de la famille El Hadj Abdoulaye Niass, de l'Union Niassienne comme de Medina Baye, mais également celle du groupe Walfadjri. C'est une grande perte pour toute la Oumma islamique. Le khalife Bou El Hadj Mohamed Kunta était un homme de Dieu, un soufi, un homme multidimensionnel. Selon Sidi Lamine Niass, un ami est parti. El Hadj Bou Mohamed Kunta, qui a toujours œuvré pour la cause de l'islam, s'est éteint. Le président directeur général du groupe Walfadjri, membre de la famille de par sa mère, témoigne. C'est pour cela sa perte pour nous constitue vraiment un moment de venue, de recueillement devant son tombeau. Il est proche par la religion, par le sang et par le pays. Il est parti, mais il a laissé une famille très riche par leur éducation, par leur formation, mais également par leur érudition. Et nous avons été reçus par la famille en tant que membre de cette famille. Ahmed El Bachir Kunta, qui a reçu la délégation, remercie profondément El Hadj Sidi Lamine Niass, qui, selon lui, s'est toujours battu pour l'unité des musulmans. Nous sommes des créatures de Dieu et c'est à sa majesté éternelle que nous retournons. Nous sommes très sensibles à la démarche de notre frère Cheikh Sidi Lamine Niass. C'est une démarche dans la logique d'une philosophie familiale, intellectuelle, religieuse et d'une conviction qui anime Cheikh Sidi Lamine Niass pour non seulement la pratique des valeurs islamiques, mais aussi pour l'unité de la Oumma. Et nous le faisons, le présenter nos condoléances et avec lui évoquer beaucoup de souvenirs
de nos parents respectifs. Né un dimanche en 1925, intronisé khalife le dimanche 29 avril 2006, El Hadji Bou Mohamed Kounta n'a fait que 12 ans à la tête de la communauté Khadria avant de tirer sa révérence ce dimanche 4 novembre 2018 à l'âge de 93 ans. Un homme de Dieu, un bâtisseur est parti, laissant derrière lui El Hadji Bekay Kounta, âgé de 89 ans, qui devient le 7e khalife de la famille Kounta. Issatine, vous l'avez dit, El Hadji Bekay Kounta est le nouveau khalife général de Ndiassane. Il succède ainsi à son défunt cousin germain Mame Bou Mohamed Kounta. Khadijatou Sarr Sissi nous dresse son portrait. Cheikh Bekay Kounta, 89 ans, intronisé nouveau khalife général de Ndiassane, il a succédé à Cheikh Bou Mohamed Kounta, rappelé à Dieu dimanche, né en 1929, 3 mois après le décès de son père, Bekay Kounta, dont il porte le prénom. Cheikh Al-Bekay a fait ses études coraniques en Mauritanie, comme l'avait souhaité son défunt père qui est le premier khalife de Mame Mohamed Kounta. Sa mère l'a ensuite envoyé à Medina Baye auprès de Cheikh Ibrahima Niass où il a passé 20 ans au moins pour parfaire ses connaissances islamiques. De son retour de Medina Baye à son intronisation, Cheikh Bekay résidait à Thiès selon Sidi Yahya Kounta, membre de la famille. Le nouveau khalife a vécu à la sueur de son front jusqu'à sa retraite. Son prédécesseur, Cheikh Bou Mohamed Kounta, petit-fils du fondateur de Ndiassane, a été intronisé khalife depuis avril 2006. Autre aspect de l'actualité, et je vous le disais dans les titres, les inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal mettent en branle leur 12e plan d'action. Ils vont boycotter toutes les activités liées à leur profession. Une grève générale suivie d'une marche nationale est prévue le 23 novembre 2018. Alcantara Sarr, le secrétaire général du CIENS, est interrogé par Fatou Bintou Diouf. Alors, nous avons lancé un 12e plan d'action dans la période du lundi 5 au samedi 24 novembre 2018. Ce plan d'action a été décidé par le Bureau exécutif national qui s'est réuni le vendredi 2 novembre à Dakar. Donc, le 12e plan d'action du CIENS, suite au constat que la prise en charge de notre dossier n'avance pas de manière pertinente, en contradiction avec notre attente. Donc ce 12e plan d'action est articulé autour des actions suivantes. Le gel des examens professionnels, du préscolaire au secondaire, le gel de toute activité liée à la supervision des cellules d'animation pédagogique du préscolaire au secondaire, le boycott de toutes les activités liées au projet et au programme initié par le niveau central déconcentré et une grève totale 3 jours par semaine au niveau des structures déconcentrées. Et ça, c'est au niveau des IF, Inspection d'éducation et formation, au nombre de 59, et au niveau des IA du Sénégal, au nombre de 16. Et à côté de ces actions, il y a l'organisation d'une grande marche nationale le vendredi 23 novembre. Et cette marche nationale sera l'occasion, encore une fois, pour les inspecteurs d'exprimer haut et fort le malaise qu'ils vivent depuis des années. Aux stratégies de résolution mises en place par le gouvernement. Ce que nous avons constaté, c'est la tenue de 2 rencontres qui ont suscité beaucoup d'espoir, mais somme toute, ce sont des espoirs qui sont en train d'être déçus, parce que la première rencontre, c'est celle-là que nous avons eue avec M. le Premier ministre le mardi 25 septembre. La deuxième rencontre, c'est celle-là que nous avons eue avec le gouvernement dans le cadre d'une plénière. Mais ces rencontres, après échange d'informations et tout, n'ont pas débouché vraiment sur des avancées significatives dans l'optique d'une résolution efficace, pertinente et urgente des préoccupations que nous avons exprimées. Nous espérons donc que cet appel sera entendu, cet appel lancé par cette plateforme inclusive, cet appel qui sera relancé par la marche nationale du vendredi 23 novembre, et qu'au bout, le gouvernement créera les conditions d'une sortie de crise en organisant cette 2e plénière. 48 heures de grève, c'est le mot d'ordre décrété par les étudiants de l'UCAD. Ils dénoncent le retard noté dans l'ouverture des restaurants alors que les cours ont débuté à la faculté des lettres et sciences humaines. Fallou Diop, le président de l'amicale de la faculté de lettres, est joint par Khadijatou Sarr Sissi. Normalement, les institutions pédagogiques devaient commencer, mais on a décidé de le bloquer parce que depuis 2 mois, le campus social a fermé ses portes. Le directeur nous avait dit le 2 novembre
par la suite le 5. Actuellement, nous sommes le 5 et jusqu'à présent, il n'est pas en mesure de nous donner une date exacte de l'ouverture du campus social et des restaurants. Le vendredi, j'ai rencontré le CSA du COUD et il m'a fait savoir clairement que lui, il n'est pas en mesure de me donner une date exacte. Et lorsqu'on fermait le campus, ils avaient dit que le campus va ouvrir ses portes le 2 novembre. Maintenant, face à cette situation, en tant que représentant d'étudiants, on a jugé nécessaire quand même de saisir l'opinion publique, plus particulièrement à l'État du Sénégal. Alors que nous, la faculté des lettres, c'est aujourd'hui même qu'on commence nos inscriptions pédagogiques. C'est-à-dire les nouveaux bacheliers sont tous venus. Actuellement, nous sommes à la faculté en train quand même de dérouler nos inscriptions pédagogiques. On a même jugé de bloquer ces inscriptions. Donc, on ne peut pas faire des cours ou bien des inscriptions pédagogiques sans pour autant qu'il y ait au moins des restaurants. En plus de ça, il n'y a que 5 pavillons qui sont ouverts comme des logements provisoires. Pour le moment, on n'a pas quand même jugé nécessaire de faire des fronts ou quelque chose comme ça. Ce qu'on fait, c'est quoi? Parler avec vous, qui est de la presse, saisir l'opinion publique, dénoncer cette situation avant de faire quoi que ce soit. Mais quand même, nous donnons un ultimatum de 48 heures au COUD. S'ils ne réagissent pas d'ici mercredi, tout le monde entendra la faculté des lettres. Parlons à présent de la colère des habitants de Nguékhokh qui n'en peuvent plus de subir les divergences de leurs deux chefs de village, des querelles qui durent depuis un an et qui plombent le développement de leur localité située dans le département de Guinguinéo. Les populations réclament le départ de ces deux chefs de village qui sont en train de piller leur forêt. L'intervention des autorités est sollicitée. La correspondance de Al-Hassan Bar. 13 mois après la création de leur mouvement, les populations de Nguékhokh font toujours face aux problèmes d'antan. L'objectif, c'est de réitérer une vieille doléance qui est là. Parce que depuis le 4 septembre 2017, on avait saisi toutes les autorités, n'est-ce pas, de la commune, à savoir le maire, qui est le premier autorité de la commune, le préfet, le sous-préfet et le gouverneur. Nous les avons saisis pour un problème de gestion du village. Et depuis lors, ils n'ont pas répondu à cette question. Ils ne sont pas venus régler le problème définitivement. Cette France des habitants de ce village déplore toujours la présence de deux chefs dans un même village qui s'accaparent de tout. L'exploitation de la forêt classée par les deux hommes en est une preuve récente. Nous nous sommes réveillés un bon jour et on a trouvé qu'ils ont décidé, n'est-ce pas, de ce site-là. Ils ont clôturé le site, mais à notre surprise, ce qu'ils ont fait, ils ont dévasté, n'est-ce pas, tous les arbres qui étaient là-bas. Ils ont transformé les arbres en charbon. Et actuellement, ils ont vendu tout le charbon et ils se sont partagés tout le butin de ce charbon-là. Les deux chefs de village qui sont là, n'est-ce pas, sont en train de faire une gestion, n'est-ce pas, qui ne répond pas aux normes. Okay? Il y a des biens qui sont là, qui appartiennent à toute la communauté. Et ce qu'ils sont en train de faire sur ces biens-là, vraiment, nous avons déploré ça un peu partout. Composé de plus de 117 chefs de carré, le mouvement demande l'installation d'un seul et nouveau chef de village compétent et à qui ils ont confiance. Nous voulons tout simplement qu'il y ait un seul chef de village unique, parce que nous vivons de réels problèmes ici au village. Très touchés par ce problème, les populations suggèrent l'intervention des autorités étatiques avant qu'il ne soit trop tard. Ce que nous voulons, c'est que les autorités viennent régler ce problème-là définitivement. Parce que ce que nous avons ici, c'est un problème de gestion du village par les autorités qui sont là, c'est-à-dire les deux chefs de village. Parce que s'ils étaient à la hauteur, ce qui est en train de se passer ici dans le village n'allait pas se passer. C'est pourquoi nous alertons les autorités pour qu'ils viennent régler définitivement ce problème-là, avant qu'il y ait un drame. Confrontés aussi à la construction d'une nouvelle mosquée à côté de la première, les musulmans de Nguékhokh appellent les khalifes de Léona Niassène et de Léona Kanène de venir s'enquérir de la situation au plus vite. Nguékhokh, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Direction Tchalan, un village situé dans les îles du Saloum. Cette localité est confrontée à d'énormes difficultés et elle est dépourvue de structures sanitaires, d'électricité. Pire encore, Tchalan est très enclavé, suivant le reportage de Tchernodaf. Nichée dans les îles du Saloum, Tchalan est une localité où l'électricité est encore une illusion ou un rêve.
Notre problème majeur, c'est l'électricité. On a trouvé toutes les solutions, mais quand même, jusque-là, ça ne marche pas. Je me dis que l'ultime recours, c'est la Sénélec. C'est extrêmement difficile ce que nous sommes en train de vivre. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un petit village comme Tchalan ou bien une petite localité comme le Gandoul qui souffre, c'est une honte pour tout le pays. Ici, pour voir une lampe allumée, il faut nécessairement mettre la main à la poche. Bref, cotiser. Pour avoir l'électricité, il vous faut une cotisation. Okay? Chaque maison doit participer à hauteur de 5 000 francs. Nous, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, quand on regarde ce qui s'est passé avec le mondial, beaucoup de matchs d'ailleurs, je peux dire, la majeure partie des matchs nous ont échappé. Tous les matchs nous ont échappé en quelque sorte. Et je me dis que ce n'est pas aussi normal. Il faut voir ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe du Monde. Beaucoup de jeunes n'étaient pas au courant parce que tout simplement, il y a un manque d'électricité. Chose plus que bizarre à Tchalan, la lumière disponible est distribuée à chaque quartier à tour de rôle. Alors, après avoir fait cette cotisation, on essaie d'avoir le liquide pour tout simplement faire fonctionner donc, la machine, mais tout cela est insuffisant comme je vous l'ai dit. Et aussi il y a ce petit village qui est divisé en 3 secteurs, je crois que ce n'est pas normal. Cela montre tout simplement un grand problème dans ce village-là, parce que quand on regarde Tchalan, ce n'est même pas un village qui doit faire un secteur, mais ça a été divisé en 3 secteurs comme j'ai l'habitude de le dire. Mais jusque-là, malgré cette division, malgré cette organisation, il y a toujours ce manque, il y a toujours ce problème-là. Le jour où les poches sont trouillées coïncide toujours avec une pénombre assurée à Tchalan. Notre cri principal, le cri éternel, c'est tout simplement le problème de l'électricité. Et nous avons aussi envisagé quand même trouver des solutions. Mais vous savez, nous avons besoin aussi de soutien. Je ne sais pas si ce sera possible de le faire, mais nous demandons aussi l'aide de l'État parce que nous faisons partie de ce pays. Tchalan est logé dans la commune de Bassoul, dans la région de Fatick. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, à la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Aïcha Diakhaté. Très bonne soirée à tous.